sur les deux questions, le Canard enchaîné est une spécificité française dont on peut se féliciter. C'est une entreprise très rentable, 8 pages sans publicité, un public très divers, et comme le dit son directeur, le journal pourrait fermer 3 ans et il aurait de quoi payer les salaires, tellement ils ont amassé de fortune. Mais cette spécificité, je ne la crois pas totalement à l'honneur de notre démocratie. Je m'explique. C'est très bien le Canard enchaîné. Mais pour avoir fait ce rôle de journaliste un peu apporteur de mauvaises nouvelles depuis plus d'une trentaine d'années, quand j'ai commencé, le monde politique français réagissait à mes informations en disant mais pourquoi tu sors ça dans le monde? Il y a un journal pour ça, Canard enchaîné. Comme on dit, il y a des maisons de tolérance, vous voyez? Et il y a un endroit pour faire ça. C'est-à-dire en clair, le succès du Canard enchaîné est à l'image de la faiblesse de notre culture démocratique au cœur de la presse française. D'une presse qui est trop du côté du journalisme de gouvernement, pas assez du côté du droit de savoir des citoyens. Ça n'a rien à voir avec la crise du numérique, c'est un problème profond. Je rappelle souvent, pour l'anecdote, si vous faites le touriste à pied à Paris et que vous vous promenez le long du Louvre, il y a la cour carrée, et vous longez pour aller vers la Seine. Et là, sur votre gauche, il y a une église qui a été mal refaite après la Révolution française. Elle a été un temps un commissariat, donc un peu abîmée, donc elle n'est pas très surprenante en façade. Ça s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois. Mais il s'y passe parfois des mariages chics venus des beaux quartiers. Pourquoi? Parce que c'était l'église des rois de France, juste après la Sainte-Chapelle, qui est dans l'île de la Cité, et avant Versailles. Donc Louis XIII, le début de la monarchie vraiment absolue, le droit divin, le jeune Louis XIV allait là. Vous rentrez dans cette église et vous allez dans la part la plus ancienne de cette église, hein, qui est assez petite. Il y a une travée. Dans cette travée, il y a une pierre tombale. Bien, je vous le donne en mille. La pierre tombale, le père du journalisme français, Théophraste Renaudot. Le père du journalisme français, qui a créé la Gazette en 1631, pour l'éternité et les siècles des siècles, amen, il est au cœur de ce qui est le symbole du pouvoir absolu. Il n'est pas comme Molière ou Mozart dans une fosse commune du côté du peuple. Il est là. Et quand je vous racontais ça à des journalistes qui sont dans la tradition un peu bouillonnante, anglo-saxonne, hein, du journalisme tombal, ils sont stupéfaits. Et cette pierre tombale, le père du journalisme français, elle a été refaite dans les années 20, quand a été créé le prix Renaudot. Je pense qu'il y a en France un problème spécifique qui est ce que j'appelle ce journaliste de gouvernement, hein, qui regarde vers en haut. Et donc, le succès du Canard enchaîné, dont on ne peut que se féliciter, renvoie à ça. Parce que vous savez que beaucoup d'infos du Canard enchaîné viennent de journalistes des rédactions installées qui filent contre argent trébuchant au Canard enchaîné des infos qu'ils ne publient pas dans leurs journaux. Moi, je dis non, il faut se battre là où on est et publier là où on est. Donc, ça c'est ma première remarque. L'autre remarque, c'est que Canard enchaîné est un hebdomadaire satirique. On n'est pas. Donc nous avons bien sûr les mêmes valeurs sur l'enquête, sur etc., même si sur Cahuzac, ils n'ont pas été tout à fait au rendez-vous au début. Mais fondamentalement, moi je me base sur ce terrain quotidien. Hein. L'actualité démocratique, ça se joue tous les jours, pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais tous les jours. Hein. Et quel est l'agenda démocratique, etc. Ça c'est ma première réponse. La deuxième, sur M. Cahuzac et le pouvoir exécutif français. Cahuzac, c'est le fait que la justice ait validé nos informations qui a provoqué son information. C'est sa démission. La police a enquêté et n'a rien trouvé de plus. Mais c'est pour ça que je dis que tout le monde pouvait trouver. Hein, parce que l'enquête préliminaire, c'est pas une enquête contraignante. Il n'y a pas eu des perquisitions, il n'y a pas eu... Disons ça. Moi, je suis allé devant la police et j'ai donné la même offre de preuve que j'aurais fait dans le procès en diffamation. Je ne suis pas sorti de mes règles professionnelles. Et je n'ai pas été un auxiliaire de justice ou de police. Ce n'est pas notre rôle. Je n'ai rien donné de plus que ce que nos lecteurs pouvaient trouver. Et les policiers, ils ont fait leur travail, qu'un journaliste aurait pu faire, et ils ont validé toutes nos informations. Ça a provoqué sa démission. La question de ces, entre guillemets, aveux, est une autre question, parce que, et c'est la fin du film nous dira à quoi ils ont servi. Ils n'avaient pas de raison d'avouer. Moi, je ne suis pas de la religion de l'aveu.
On a le droit de mentir pour se défendre. La présomption d'innocence suppose que même un coupable ait le droit de mentir pour se défendre. Tout le monde dit le mensonge de Cahuzac. Moi, mon problème n'est pas le mensonge, le problème c'est le respect de la loi et de la fonction. On a le droit de mentir. Et c'est pour ça que je dis qu'il aurait dû se déporter de sa fonction publique tout de suite, pour pouvoir se défendre, pour ne pas prendre en otage son administration, son gouvernement, sa majorité, puisqu'il était en conflit, plus conflit d'intérêts, conflit entre ce qu'il cachait et la légitimité de sa fonction. Mais moi, on a le droit de se défendre et on a le droit de mentir, je ne suis pas dans cet absolu. Donc, je dis juste que, bien sûr que ça a fait un séisme, mais je ne connais pas la réponse. Pourquoi avoue-t-il tout de suite? Pourquoi met-il en scène ses aveux? Rien ne l'obligeait. Il pouvait attendre 2 mois, etc. Quelle est la clé derrière ça? J'ai mon hypothèse, je l'ai dit, j'ai dit, je ne pense pas que M. Cahuzac ait menti pour lui tout seul. Je pense qu'il est en paravent, un peu comme Saint-Sébastien prend toutes les flèches. Je pense qu'on personnalise, hein, et l'arbre cache la forêt. C'est la question en clair. Pourquoi pendant 20 ans? Pourquoi ce secret si lourd? Pourquoi sur un si petit montant? D'où venait cet argent? À quoi servait-il? Les liens avec les laboratoires pharmaceutiques? Bon, ce sont des questions qui sont au cœur de l'information judiciaire. Sur François Hollande et le pouvoir exécutif, je n'ai pas dit « il savait », parce que je n'ai aucune information qui me permettrait de dire que le jour où ils ont nommé M. Cahuzac, il savait pour son compte en Suisse. La famille politique qui était la mieux à même de savoir, c'est l'opposition d'aujourd'hui, c'est la droite. Puisque celui qui détenait l'enregistrement est un ancien député RPR, UMP aujourd'hui. Puisque celui qui a ouvert le compte est un conseiller de Marine Le Pen. Donc c'est la droite et l'extrême droite qui étaient la mieux placée dans leur conversation pour savoir qu'il y avait un problème. Et peut-être est-ce là la clé des liens oligarchiques, de pourquoi M. Cahuzac a ménagé M. Woerth, et inversement, etc. En revanche, ce que j'ai dit, c'est que le pouvoir exécutif, à partir du moment où nous avons publié nos informations, là, il a été ou impuissant et incompétent, ou il a été complice de la bataille pour que le mensonge l'emporte. La réponse, encore une fois, on la verra. Toujours est-il que personne ne pourrait comprendre que ce que le petit Mediapart avait pu établir, prouver, etc., l'État soit incapable en 15 jours de savoir si ça tenait la route ou pas. Et aujourd'hui, si vous avez vu les reportages, il y a eu un reportage à complément d'enquête, le service public, qui était exceptionnel. On s'apercevait que le brocanteur de Villeneuve-sur-Lot avait écrit à M. Cahuzac « Et qu'est-ce que c'est que ton histoire de compte en Suisse ?» M. Cahuzac avait renvoyé la lettre avec un élégant pauvre con. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sur quoi nous sommes tombés était dans les conversations les plus ordinaires des citoyens de Villeneuve-sur-Lot. Après, il fallait trouver la preuve matérielle, les témoins qui la recoupaient et qui étaient disponibles. Un ancien député, qui plus est bâtonnier, un huissier, donc un officier de justice, un ancien gendarme, un ancien colonel de l'armée. On a trouvé tout ça, et tout ça était disponible. Donc, le mystère, c'est pourquoi. Oui, petit laboratoire.